Bienvenue au lancement du 10e numéro de la version 2.0 de Première en Affaires. Il y a 3 ans exactement, quand Marie-Grégoire et moi, on se lançait dans cette aventure, on ne savait pas encore vraiment dans quoi on s'embarquait. Pour ma part, j'ai juste écouté la petite voix qui me disait que c'était le bon moment pour relancer cette parution. Je me disais aussi que Marie, que je connaissais à peine, serait la partenaire idéale pour ce projet un peu fou. J'ai bien fait de suivre mon instinct. L'année dernière, nous avons lancé Pluriel, la seule agence de conférencières dédiée aux femmes. On travaille aujourd'hui avec les personnalités les plus renommées sur plusieurs projets de conférences. Au mois de mars, dès la première journée du confinement, Marie a eu l'idée de lancer un hebdo électronique pour rester en contact avec notre communauté. Aujourd'hui, la portée de Première en Affaires est décuplée. Derrière ce succès, il y a du travail, du flair, mais aussi le soutien de toute une communauté d'affaires. Clients, partenaires, amis, commanditaires, vous nous donnez les coups de pouce nécessaires pour remplir notre vocation. Être la tribune de l'actualité des affaires au féminin. Une tribune pour toutes les femmes. Dans le numéro que vous avez entre les mains, vous pourrez redécouvrir les parcours de visage connus sous un autre jour, mais aussi les réalisations de celles qu'on connaît moins. Plusieurs d'entre vous sont en ligne ce soir. Merci de nous inspirer à chaque numéro. C'est le moment de passer la parole à nos invités et de remercier nos commanditaires. La financière Sun Life, l'initiative Femmes de la Banque Scotia, Jarislowsky Fraser et les cosmétiques Karine Jonca. Merci de rendre cet échange possible alors que plus que jamais, nous avons besoin de maintenir le contact. Après ce court message publicitaire, la parole sera à Marie-Grégoire. Bonne soirée. Le monde réagit à la COVID-19. À la Sun Life, nous participons aussi à l'effort collectif. Notre famille de compagnie a donné plus de 2 millions de dollars aux banques alimentaires, aux services de santé et aux services aux aînés. Nous veillons avec le gouvernement canadien à maintenir la couverture des employés durant la pandémie, en plus d'injecter de l'argent dans l'économie. Nous sommes là pour nos clients. Plus de 95% de nos employés font du télétravail pour continuer de vous offrir des services. Et nos conseillers sont toujours là pour vous aider. Nous avons reporté ou réduit vos primes d'assurance individuelle au besoin et avons offert gratuitement des plans de consolidation de dettes. Nous innovons grâce à l'information fondée sur les données. Nous vous informons via des webinaires, des vidéos et des communications. Nous avons créé de nouveaux services de santé virtuels et des communications pour qu'à la maison, vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus, veiller sur la santé, protéger nos proches, vivre le mieux possible. Voilà pourquoi la Sun Life existe depuis plus de 155 ans. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. Nous serons toujours là pour vous. Bonsoir tout le monde, ça me fait très plaisir d'être là avec vous. En fait, moi, toutes ces pubs-là qui nous parlent de comment on est en train de s'adapter, de se réinventer, je sais qu'il y a du monde qui a eu le mot, moi je trouve ça au contraire un mot très inspirant. Je trouve que justement, ça nous permet de voir qu'on est résilient. Et ce soir encore, on va être résilient. On va faire les choses un peu autrement, mais avec autant de passion que d'habitude, puis de vous savoir là, vraiment, ça nous donne de l'énergie. Je suis en compagnie de gens exceptionnels, puis on a décidé de prendre un petit verre de vin, comme on l'aurait fait quand on lance les autres numéros, on se souvient, quand on était là, tout le monde ensemble, avec un petit verre, à jaser, à se parler, à tisser des liens. Ben ce soir, on va essayer de faire ça de façon un peu plus virtuelle, puis tous nos panélistes ont leur petit verre de vin, puis on va jaser comme on l'aurait fait dans une salle où vous auriez tous été présents parce que vous êtes là avec nous. Et comme Déborah l'a dit, on en a fait des folies où nous aussi, pendant le confinement, on a fait l'hebdo, on a repensé à notre modèle d'affaires et je suis certaine que vous avez fait la même chose. Et ce soir, on pousse ça un peu plus loin, puis on essaye encore une fois de maintenir le contact, de s'assurer que notre solidarité demeure parce que Première en Affaires, c'est beaucoup ça, d'être une espèce de carrefour où l'information au féminin, finalement, transige, se partage et rayonne. Alors, on va se parler ce soir d'un sujet
mon Dieu, est-ce qu'on pourrait dire un sujet tabou? Peut-être. On a souvent parlé de pouvoir à Première en affaires, puis on sait le pouvoir, ça peut être le pouvoir scientifique, le pouvoir de l'influence. On peut parler du pouvoir politique, hein, évidemment. Mais ce soir, on va parler du pouvoir et de la finance, du pouvoir et des dollars. Alors, comment ça se conjugue? Puis en préparant la soirée de ce soir, je pensais à ma grand-mère. Ma grand-mère qui était une exceptionnelle gestionnaire, mais mon grand-père vous l'aurait jamais dit. Alors ça, c'était le secret le mieux gardé au monde. Simone faisait ça, elle tenait ça serré, mais quand on sortait dehors, c'était Hector qui menait les affaires, puis il n'y avait pas de problème avec ça. Puis je dirais que c'est pas mal la même chose pour la génération de ma mère, qui tenait les finances de la maison et qui s'assurait que toutes les choses balançaient, même si mon père était un gestionnaire. Alors, on va parler justement de cette place qu'occupent les femmes en finance et de la relation de ces femmes en finance avec leurs propres finances à elles. Alors, ce soir, pour en discuter, pour peut-être briser des tabous, on va voir. En tout cas, on va essayer de briser quelques tabous, puis peut-être de faire avancer les choses. J'ai avec moi un panel exceptionnel. Donc, Robert Dumas, qui est président et chef de la direction de la financière Sun Life. Bonjour, Robert. Bonjour. Un plaisir d'être ici. Vraiment un plaisir de vous recevoir. Cynthia Garneau, qui est présidente et chef de la direction de Via Rail. Cynthia, bonsoir. Bonsoir, Marie. Merci beaucoup d'être là. Avec nous aussi, Geneviève Motard, qui est donc présidente et chef de la direction de l'Ordre des CPA du Québec et évidemment CPA et CA. Bonsoir, Geneviève. Allô, Marie, ça fait plaisir. Et Maxime Ménard, qui est président et chef de la direction de Jarilotsky Fraser. Bonjour, Maxime. Bonjour Marie, ça fait plaisir. C'est vraiment un plaisir de vous avoir parce que vous avez chacun une facette de l'histoire. Hein? Donc, certains, vous êtes des gestionnaires de fonds et donc vous allez nous dire peut-être comment les femmes gèrent leurs finances personnelles. D'autres ont des conseillers financiers qui conseillent des hommes et des femmes dans leurs finances personnelles. On a aussi une femme qui a brisé les tabous sur je pense sur le rôle d'un CA. Parce que on a déjà dit qu'un CA, ça pouvait être plate, mais Geneviève est l'inverse de ça. Alors, je pense qu'elle a brisé un peu ce mythe-là. Et évidemment, une femme qui a brisé le plafond de verre, Cynthia, qui est à la tête donc d'une des grandes sociétés d'État qui est Via Rail. Donc, ensemble, on va essayer de répondre à certaines questions qui, je pense, sont dans la tête des gens quand on parle de femmes et finances. Et donc, on le dit, pour avoir accès à la richesse, il faut d'abord que les femmes puissent accéder à des postes stratégiques. On l'a mentionné, Cynthia. Selon une étude récente, parmi les 24 entreprises québécoises qui valent plus de 2 milliards en bourse et qui ont progressé le mieux en 2019, on compte seulement 16 % de femmes en moyenne dans les postes de haute direction. J'ai envie de vous demander comme ça, là, hein, pour briser la glace, est-ce que les femmes qui ont des postes de haute direction gèrent ça différemment, puis est-ce que ça peut faire une différence? Puis Robert, il y a un petit sourire, alors je vais commencer avec vous. Bien, moi, j'aimerais parler de statistiques. Oui, oui. Je sais pas pourquoi. Parce que 16 % ça peut paraître inconfortable comme statistique, on en convient. Mais il faut voir qu'on a des beaux exemples aussi au Québec, oui, c'est où vrai, les femmes occupent une grosse proportion, une proportion plus intéressante. Et là, on parle entre 30 et 40 %. Et je pense qu'il faut en parler aussi de ces institutions-là. Et si je peux faire une prévision, je pense que ce 16 % va augmenter, ne serait-ce que par des facteurs contextuels. Alors, si on pense au vieillissement de la population, ça veut dire qu'il y a des travailleurs masculins en grand nombre qui vont quitter au cours des prochaines années. Alors ça va créer un vacuum. L'autre chose, c'est toutes les analyses qu'on peut voir sur la diversité de genre, on voit qu'il y a un avantage financier à avoir la diversité. Et tellement. Toutes les analyses concordent là-dessus. Troisième chose, c'est que maintenant, on a des investisseurs, des prêteurs qui regardent la performance qu'on appelle ESG. Oui. Environnement, sociétal et de gouvernance. Exact. Et la diversité fait partie de ces critères-là. Alors, c'est certain que l'accès aux capitaux va être relié à la diversité d'une manière quelconque. Puis finalement, si on regarde l'aspect des institutions financières, on a des modèles absolument incroyables au Québec de femmes qui prennent des rôles de tête. Et maintenant, je pense qu'on peut dire que c'est de l'autopromotion de ces rôles-là pour les femmes.
Geneviève, c'est intéressant parce qu'on parle d'autopromotion. Effectivement, c'est quelque chose qui vous motive beaucoup, vous, de s'assurer qu'il y a suffisamment de modèles pour que les femmes puissent faire la différence dans leur façon de gérer. Oui, et je vais me permettre de jouer un peu l'avocat du diable aux commentaires de Robert avec tout le respect que j'ai pour Robert. C'est pour ça qu'on est là. On a encore beaucoup de travail à faire parce que malgré toutes les études, malgré ce qui est publié en matière de performance financière, de gestion de fonds, de comité de direction, c'est démontré là, 1 fois, 2 fois, 100 fois que la diversité et la diversité de sexe amènent une meilleure entreprise. Donc, ça, la preuve à ça est plus à faire. Mais malgré ça, le pourcentage de femmes qui sont dans des positions de pouvoir, qui sont dans des positions de chef de direction, ça a à peine monté depuis 10 ans. Ouais. Alors, moi, il y a 10 ans, vous m'auriez parlé de quotas. Par exemple, dans une équipe de direction ou sur un conseil, j'aurais dit, faut que ça soit basé sur la compétence et tout ça. Maintenant, je suis un peu plus sceptique sur cette question-là. Parce que peut-être que c'est ça qu'on a besoin de faire pour faire bouger l'aiguille, parce que malgré tout l'aspect rationnel de la chose, on a encore de la misère à trouver des femmes dans des positions de direction. Fait que, oui, moi, j'espère, Robert, et je suis d'accord avec toi, je suis fière du fait que la profession de CPA est à quasi-parité homme-femme. Et ça, c'est avec une grande fierté que je le dis. Oh. Mais donc, oui, je pense par la force des choses, ça va s'améliorer. Mais ça veut pas dire qu'il faut arrêter de faire des efforts et d'en faire la promotion. En fait, je suis tout à fait d'accord. Je m'excuse là parce que mais c'est ce qu'on veut, c'est que ça soit dynamique. Mais Geneviève, je pense que ce qui va faire la différence, c'est justement l'engagement de chacune des entreprises envers la diversité. Totalement. On a le choix, on peut laisser le contexte dicter la promotion de la diversité, ou on peut faire un pas additionnel. Et je pense que les gagnants, c'est ceux qui tôt vont faire ces pas-là additionnels. Mais je trouve ça intéressant parce que, Maxime, vous investissez. Est-ce que c'est un indicateur? Est-ce que vous regardez ça, vous, les conseils d'administration et la gestion de l'organisation, si c'est paritaire, s'il y a une certaine diversité? Puis est-ce que vous y voyez une différence? Oui, merci. Au fait, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. Puis encore une fois, l'élément de diversité, on a souvent des échantillons qui sont assez limités parce qu'il y a peu de fonds d'investissement qui ont assez d'éléments de diversité pour être considérés comme inclusifs et diversitaires. Ça en dit long quand même. Oui, déjà là, la prémisse est difficile à travailler, mais il y a une étude qui a été faite par Goldman Sachs aux États-Unis. Il y a 70 fonds qui sont considérés sur 500 comme étant par des critères diversifiés, et les résultats sur les rendements de ces fonds d'investissement-là sont nettement en avant de la majorité des fonds. Donc, pour répondre à votre question directement, absolument. C'est prouvé, comme Geneviève disait, et puis c'est clair. L'enjeu, c'est d'être capable de pouvoir bâtir des équipes diversifiées, d'intéresser les femmes au métier de gestionnaire, d'analyste. Et évidemment, ça fait partie de notre enjeu. On veut en avoir de plus en plus, on veut les attirer. Et même nous, on fait beaucoup d'efforts avec les universités au niveau de la formation, au niveau de l'intérêt, au niveau aussi du biais. Dès un jeune âge où les femmes s'en vont directement vers une autre sphère d'expertise plutôt qu'aller vers la finance ou même l'environnement de travail, qui est peut-être un petit peu moins calibré, peut-être, je dirais, pour les femmes. Donc, il y a tout un effort d'industrie à faire qui a, je dirais, au cours des 20 dernières années, évolué de façon extraordinaire. Mais oui, il y a de plus en plus de preuves qui démontrent qu'un élément de diversité dans la performance amène une performance supérieure. C'est intéressant parce que, Cynthia, vous venez du monde du droit. Maxime faisait référence au fait qu'il faut susciter plus l'adhésion de plus de femmes en finance. Vous, votre chemin est un peu particulier, mais ça vous empêche pas aujourd'hui de gérer une grande entreprise avec beaucoup de budget et donc des moyens financiers importants, là. Non, puis je pense que c'est ce qui démontre que, dans le fond, à mon humble avis, bien que la diversité est totalement quelque chose vers lequel on doit définitivement tendre, je pense que la question à la base, c'était est-ce que les femmes et les hommes gèrent les finances différemment? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des résultats, en tout cas. Il y a des résultats, mais je pense que c'est encore beaucoup relié à nos propres valeurs puis à notre approche. C'est ce qui fait en sorte que je pense que
équipés de ces valeurs-là et de l'approche, puis du contexte évidemment professionnel dans lequel on évolue, que ce soit le type de marché qu'on désire attaquer, que ce soit le plan stratégique, puis qu'est-ce qu'il prévoit au niveau des futures années pour les enjeux. Les leaders doivent s'ajuster puis ils prennent les décisions dans ce contexte-là. Puis, on voit définitivement, comme Maxime le disait, que maintenant, par contre, on sort de la performance financière proprement dite et on se penche sur un autre critère qui est pas mal plus global, qui est celui du développement durable, là, avec toutes ces parties prenantes. Puis ça, encore là, ça interpelle pas plus les hommes que les femmes, ça nous interpelle tous comme gestionnaires de haute direction là, dans les temps qui courent. Puis, si on regarde, par exemple, Geneviève parlait de quotas. Donc, parce que cette diversité-là, si je comprends qu'on puisse additionner différentes valeurs là, dans notre façon de gérer une organisation, mais c'est justement ça. Quand on parle de diversité, c'est que pendant longtemps, il faut quand même le dire, les grandes entreprises particulièrement avaient sur leur CA à peu près tout le même boys club, qui étaient allés à peu près tout à la même école, qui s'achetaient leur habit à peu près tout à la même place. Alors, comment on fait pour briser ça? Est-ce que c'est en imposant des quotas, par exemple, comme Geneviève pouvait le suggérer? Moi, dans l'entrevue qu'on a fait, Marie, oui. Moi, je suis pour ça. Comme Geneviève le disait, à un moment donné, j'étais comme non. On était tous non, hein? On était tous non. Oui. Et là, finalement, on est tous un mais peu non, oui. Ça bouge pas assez vite. Puis je pense que tant qu'on prendra pas les grands moyens, quitte à ce que le pendule revienne à un moment donné plus tard, je pense que c'est une façon qui va nous amener vers des objectifs plus proches. Une façon transitoire d'accélérer les choses. Robert, est-ce que vous viveriez bien si un jour un État, un palier de gouvernement vous imposait de dire, ben à partir d'aujourd'hui, il y a un nombre de femmes que vous devez avoir, par exemple, sur votre comité de gestion ou votre conseil d'administration? En fait, moi, je trouve ça tout à fait sain. Et puis, ça serait malheureux qu'on ait à le légaliser ou en faire une loi. Moi, en fait, en tant que gestionnaire, j'ai vécu longtemps avec l'ambition d'avoir de la diversité. Mais à partir du moment où j'ai pris un engagement d'avoir un certain pourcentage avant telle date, ça change complètement la donne. Alors là, on passe d'une ambition à un engagement. Et qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là si tout ça cascade dans l'ensemble de l'organisation? Bien, tes KPIs, tes mesures de réussite vont en tenir compte. Alors, combien en as-tu engagé? Combien en as-tu perdu? Combien en as-tu promu? Et tout ça, là, ça fait partie de ton scorecard. Si on n'avait pas eu un engagement, un pourcentage avant une certaine date, jamais on aurait eu ça dans notre discipline. Alors, ça devient une discipline de gestion pour moi, beaucoup plus qu'une parole en l'air à ce moment-là. Geneviève? Je voulais juste rebondir sur ce que Cynthia disait sur la question de valeur. Puis moi, je suis 100% d'accord avec ça. Je pense que les femmes, on gère avec des valeurs que... Je sais pas si c'est différent des hommes. Robert et Maxime. Et c'est pour ça qu'on a un débat paritaire, ou un échange paritaire. On peut avoir les deux côtés de la médaille. Mais je pense que les femmes, en tout cas dans mon cas, ce que je trouve qu'on fait super bien, c'est qu'on s'entoure. Tu sais, on travaille avec des valeurs de collaboration, de travail d'équipe, puis en ayant un effort collectif, ce n'est pas à ce moment-là où, oui, tu sais, si je me prends comme exemple, oui, c'est moi, le visage public de l'ordre, le visage public de la profession. Mais mon succès, puis surtout le succès de mon organisation puis de la profession, dépend de toute l'équipe qui travaille avec moi en arrière. Fait que cette gestion-là, qu'elle soit financière ou autre, dans un poste de direction comme moi, je pense que c'est vraiment ancré sur des valeurs. Ce qui m'amène à dire au point de Maxime tantôt, je pense que les recrutements des jeunes femmes peut être plus difficile parce qu'elles se posent les questions. Est-ce que quand je serai en poste de direction, est-ce que si j'ai de l'ambition à faire de la gestion de fonds ou autre, ça va être capable de coïncider avec mes valeurs parce que l'industrie a la réputation, tout comme la profession de CPA, d'être très, très, très demandante. Tu sais. Ouais. Fait qu'il y a comme un travail de dire que oui, c'est possible de concilier une vie, une carrière professionnelle exceptionnelle, et j'ai le grand privilège d'en avoir une, avec des valeurs familiales. Mes filles diront que j'ai jamais manqué un récital à l'école. Tu sais, il y a des non négociables.
Puis ça, c'est une valeur. Quand il faut être là, il faut être là. Puis ça, c'est non négociable. Puis après ça, ben, on réussit à conjuguer. Mais ça, je pense que ça reste à casser chez les jeunes femmes de dire que c'est possible de faire ça. Parce que l'industrie financière a encore un peu de préjudice, je pense. Là. Mais c'est vrai, Maxime, hein? On a l'impression que c'est une industrie qui... je pense qu'on a peut-être trop écouté Wall Street dans la vie, là, mais c'est une industrie qui est très, très dure, qui demande de jouer du coude. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à changer dans l'image même de l'industrie? Oui, certainement que l'image, l'environnement de travail, on met beaucoup d'emphase aussi à travailler là-dessus. Le recrutement est une phase importante, mais c'est aussi garder les femmes dans l'environnement de travail, hein, puis de s'adapter vis-à-vis ça. Où je voulais revenir aussi, sur le point de Geneviève, l'hésitation par rapport que les femmes se questionnent à aller dans le domaine de la finance. Moi, je le vois comme leur atout quand vient le temps aussi de prendre des décisions au niveau financier. Moi, je t'organisais un peu comme vos grands-parents, là, Hector et Simone. Ma CFO, c'est une femme. Puis là, je veux pas tomber dans les généralités des femmes, mais elle travaille avec des consensus, une approche plus holistique. Elle va avoir un petit peu plus de recul, va y penser un petit peu plus, tandis que moi, je vais rentrer plus fort, plus intuitif. Alors, la complémentarité des deux est très, très bonne. Effectivement, les femmes ont tendance peut-être, puis là, je veux pas tomber dans les généralités, à questionner un petit peu plus le processus, mais c'est une valeur très, très ajoutée dans le processus de gérer une business. Alors, oui, les différences sont grandes. Et je voulais terminer peut-être que sur le point là on en a tous des objectifs. D'avoir plus de femmes dans le management, au leadership et au board. Moi, je pense qu'on doit faire un effort de permettre aux hommes, c'est pas une affaire de femmes, l'inclusion au niveau des CA. Il faut permettre aux hommes de comprendre, s'éduquer, faire des erreurs, essayer d'avoir des opinions. Moi-même, je suis pas un expert en la matière, mais ça fait plaisir de venir ici puis d'en parler. Et plus on en parle, plus on comprend que le bénéfice est grand d'avoir plus de femmes. Mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, le bénéfice, en fait, là, c'est comme une étude, 2 études, 3 études, 4 études, à un moment donné, on commence à y croire qu'il y a vraiment quelque chose dans le fait d'avoir une gestion au féminin. Mais Maxime faisait référence à certaines qualités de sa CFO. Cynthia, est-ce que ça vous agace parfois est-ce que ça vous agace parfois de dire que les filles font les choses d'une certaine façon et les gars d'une autre façon? Moi, je pense que c'est vrai, mais il y a beaucoup de femmes que ça peut agacer. Non, ça m'agace pas. Ça m'agace pas. Je pense que le proof is in the pudding, comme on dit. Oui. Je pense qu'il faut être bien aligné avec nos valeurs, faire les choses comme on les a toujours menées. L'important pour moi, comme Geneviève le disait, dans mes valeurs à moi, c'est la collaboration, c'est la consultation, c'est le travail d'équipe. Puis je pense que le résultat en bout de ligne est toujours gagnant. Parce qu'effectivement, on veut pas stigmatiser un mode de gestion et un autre. Puis je pense qu'éventuellement, on se métisse mutuellement. On prend. Je pense qu'on a besoin des fois d'avoir un petit peu plus d'assurance, en tout cas dans mon cas, de pouvoir croire que c'est pas nécessaire de connaître 100% de quelque chose avant de pouvoir se prononcer. Puis je pense que de l'autre côté, il y a peut-être quelque chose que les hommes peuvent apprendre dans le type de gestion qu'ils peuvent voir de collègues féminines. Oui, absolument. Puis faut pas tomber à l'autre inverse, là, quand tu dis, je vais avoir des gens qui vont penser plus large, qui vont penser plus à long terme, alors ça me prend une femme. Non, il faut faire attention, là. C'est ça l'aspect de la diversité, à un moment donné. Oublie le genre, c'est que tu vas avoir des gens qui vont être différents. Pas ceux nécessairement avec qui tu vas aller prendre une bière. Cherche la différence. Exactement. C'est ça. Et je pense que ça vient naturellement. Quand tu cherches la différence, quand tu cherches le talent, tu devrais avoir une parité puis une diversité naturelle. Parce que Marie, parce que je voulais juste réagir au point de Maxime. C'est vrai, puis je pense on va parler de confiance tantôt, mais vous savez, l'éternel optimiste que je suis, moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Puis mon père était un grand homme et il disait, quand les gens te reprochent d'être une façon, pose-leur la question si ce serait mieux d'être le contraire. Alors, quand les femmes, disons, peut-être ont plus de recul, peut-être hésitent plus à prendre une décision, l'effet bénéfique de ça, c'est qu'il y a une rigueur dans la pensée puis de la décision qui est peut-être plus haute. Alors, tu sais, ça amène à prendre des bonnes décisions. Fait que c'est pas nécessairement une mauvaise chose, puis je suis d'accord avec Cynthia, de faire autrement, parce qu'il y a un effet bénéfique à ça. Dans la CPA que je suis, la rigueur, c'est notre... Puis cette mixité-là dont parlait Maxime est, je pense, aussi essentielle. Ça veut dire que juste aussi le mode de gestion qu'on pourrait dire stéréotypé féminin
est pas nécessairement mieux s'il y a juste ça. Ça veut dire qu'il faut être capable de le métisser, il faut que notre équipe soit diversifiée pour qu'on parfois on ait l'audace puis qu'on soit capable de saisir le moment. Maxime parlait d'intuition, on soit capable d'utiliser cette intuition-là pour par la suite être capable de peut-être aller chercher quelque chose pour consolider d'autres valeurs qui vont venir permettre de pouvoir justement remettre ça un petit peu à niveau après avoir connu une espèce de croissance. Donc, ce que je comprends dans ce que vous me dites, c'est que on a besoin des qualités de chacun pour être capable d'avoir les résultats qu'on a là. Donc, Maxime faisait référence à des résultats de fonds qui sont gérés par des femmes ou qui sont gérés dans la diversité, qui ont connu des bons résultats, mais ça s'est pas fait juste parce qu'il y a une femme à la tête. Ça se fait parce qu'il y a différentes valeurs qui sont là. Mais après ça, quand on regarde ça, mettons, on descend, puis là, on dit, OK, il y a des femmes qui sont à la tête, ça veut dire qu'elles acquièrent aussi un certain capital. Alors, qu'est-ce qu'on est par rapport à par rapport à notre richesse personnelle, à notre façon personnelle de voir nos dollars? Il y a une étude de la Banque Scotia qui dit que 58% des hommes qui déclarent maîtriser ou très bien maîtriser la capacité de gérer, donc la littératie financière, la capacité de gérer ses finances, et seulement 45% des femmes ont cette même impression-là. Il y a aussi une enquête canadienne sur les capacités financières de Statistique Canada qui a montré que les femmes auraient des scores en littératie financière plus faibles que ceux des hommes. On a dit, là, c'est quand même beaucoup de femmes qui gèrent les finances personnelles des familles, là. La différence entre les sexes en matière de connaissances financières étant plus prononcée chez les Canadiens plus âgés que ceux qui ont obtenu un diplôme universitaire et les travailleurs ayant des revenus plus élevés. Est-ce que les femmes ont la même approche ou le même niveau de littératie financière que les hommes? Je vais commencer avec vous, Cynthia. Bien, je pense que, puis tu l'as mentionné tout à l'heure, Marie, tu disais, ben moi, je pense que j'en connais pas assez pour me prononcer, fait que je laisse les autres se prononcer. Fait que je pense que ce sentiment-là de l'imposteur, des fois qu'on a, les femmes, il est très présent. Puis je pense que ça a à voir avec la confiance. Je pense que, tu sais, on entend toujours là, le fameux, l'histoire là, que quand une femme se fait présenter une opportunité de promotion, elle va se dire, ben moi, il faut que je m'assure d'avoir au moins 100%, si c'est pas 120% des requis pour le poste, alors qu'un homme, il a dit, moi, j'en ai 60%, puis je vais y aller, puis le reste, je vais l'apprendre as I go along. Fait que je pense que c'est un petit peu ça aussi qui vient fausser les données. Puis ça fait, en tout cas, de mon côté, si je peux parler de mon approche par rapport aux finances, mes valeurs, mon modus operandi, ça fait de moi une personne très prudente dans la façon de gérer les finances. Puis encore une fois, je vérifie, je collabore, je vais chercher des appuis, je vais chercher des recherches, je me renseigne comme il faut avant de prendre ces décisions-là. Est-ce que je peux dire que je suis 100% en termes de littératie financière? Tu l'as dit tout à l'heure, je suis l'intrus dans le groupe, je suis celle qui a gradué en droit, mais non, à un moment donné, vous avez bien gradué au niveau professionnel. Absolument, à un moment donné, à force d'évoluer puis dans les entreprises, avec les grandes décisions qui se prennent, avec les mandats qui se gagnent, puis en travaillant avec les équipes pour aller s'assurer de l'excellence opérationnelle pour créer cette richesse-là, parce que c'est ça qui fait ça, c'est ça qui fait aller les compagnies. Ben c'est là qu'on trouve. En tout cas, que moi, j'ai trouvé mon aisance, mon fer de lance, puis qui m'anime encore à tous les jours. Ouais, c'est bon. Mais chez... oui, Geneviève. Non, mais j'étais pour juste prendre la balle au bon de Cynthia. Moi, ça m'amène à vous parler d'ambiguïté. T'sais, les femmes, là, gérer de l'ambiguïté, il y en a pour qui c'est plus difficile. Intéressant. Cynthia, tu dis tout le temps, j'ai-tu pensé à tout, ça va me prendre 120% de tout ce qu'ils demandent pour prendre la décision. Je dis pas que c'est moi, Geneviève. Non, mais dans les général. études, on remarque que les femmes ont moins de tolérance pour gérer de l'ambiguïté. Oui, c'est ça. Ce qui fait en sorte que je pense qu'elles hésitent plus à prendre des postes de direction. T'sais. Puis moi, ce que je peux vous dire, les jeunes femmes qui nous écoutent, c'est on n'est vraiment jamais prêt. Les gens disent, t'es-tu prêt? T'es enceinte, tu vas avoir ton bébé, t'es-tu prêt? Mais on le sait, là, on n'est jamais prêt. C'est la même chose. Pour prendre des postes de direction, oui, on a fait nos devoirs, nos études, mais à la fin, là, le parachute, là, on va le construire après avoir sauté de l'avion
Puis c'est correct, ça. Puis on est capable de vivre là-dedans, ça se gère l'ambiguïté, il faut juste la reconnaître. Ben, c'est intéressant parce que, Robert, chez vous, chez Sun Life, évidemment, vous avez tout un volet placement. Donc, vous avez des conseillers financiers et tout ça. Je serais curieuse de savoir, est-ce que vous avez des données là-dessus sur le comportement des femmes par rapport à leur placement? Est-ce qu'elles sont toutes plutôt prudentes? En fait, ça dépend de l'âge, beaucoup. Okay. Quand on voit les jeunes femmes, essentiellement, ils ont à peu près les mêmes comportements que les jeunes hommes. C'est peut-être une question maintenant d'éducation générationnelle, mais voilà. Ce qu'on voit aussi quand c'est un couple de hauts salariés qui les deux s'occupent des finances conjointement, ils ont essentiellement les mêmes objectifs, la même manière de voir ça. Ah, c'est intéressant. Mais ça, c'est peut-être la mixité qui crée ça. Ce qu'on voit aussi, c'est que les femmes, et je pense que c'est Geneviève, tu disais, savent s'entourer de gens qui connaissent. Les femmes utilisent plus les conseillers financiers que les hommes. À littératie financière égale, ils vont quand même avoir des perspectives différentes. L'homme va aller chercher l'enrichissement, le rendement. Oui. La femme, c'est beaucoup plus la protection, le long terme et intéressant. Par exemple, des programmes d'épargne, d'incitation à l'étude pour les enfants et ces choses-là, c'est beaucoup plus populaire chez les femmes que chez les hommes. Alors, à littératie financière équivalente, les besoins et les perspectives vont être différentes. Maxime, vous voyez ça comment, vous, la littératie financière? Et là, j'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui nous disent on ne devrait pas genrer la littératie financière, mais on essaie juste de comprendre comment s'assurer que les chiffres de la Banque Scotia, finalement, finissent par s'équilibrer éventuellement. Au fait, le point des statistiques qu'on voit, c'est très intéressant parce que c'est vraiment par rapport à la confiance en soi sur nos connaissances, qui est pas étonnant de voir qu'un homme qui en connaît un certain nombre pense qu'il en connaît plus que ce qu'il en connaît en réalité, puis qu'une femme vis-à-vis la finance aurait tendance à se sous-évaluer par rapport à sa capacité de connaissance, et on le voit fréquemment chez nos clients. Et oui, je suis d'accord là avec Robert, dépendamment de c'est générationnel, effectivement. Et les plus jeunes générations ont tendance à apporter peut-être des éléments qui sont plus complémentaires ou plus équivalents. Une observation que j'ai faite au cours des années que je trouve intéressante, c'est que quand on regarde les hommes et leur role model en termes d'investisseurs, que ce soit les grands investisseurs des années passées qui ont répété et répété le même modèle d'analyse et d'investissement axé sur le rendement pur auquel Robert faisait référence, the rate of return, axé sur les chiffres, le financier. Il y a un peu un élément d'ego là-dedans. Tu sais, on est capable on va en mettre en dehors du parc, on est fort, on est bon, on a des gros rendements. On est axé sur un axe très, très financier. Tandis que quand les femmes s'introduisent dans la conversation, ils vont avoir une approche c'est tous des termes qui sont relativement nouveaux dans le marché maintenant, sustainability, investissement, avec une approche plus durable, avec une approche plus sociétaire, avec un respect des prochaines générations. Et c'est là où on se dit, quand on mixe les deux avec un gros fort, je dirais, alpha return, et puis on inclut des éléments de soutenabilité sociale à long terme, c'est là qu'on se rend compte que la diversité apporte un rendement qui est 1 + 1 = 3. Alors oui, les deux ont vraiment des approches différentes, et plus on évolue dans notre business, plus la valorisation d'avoir cette approche-là dans notre investissement est très, très importante. Donc on le voit de nos investisseurs, on le voit de nos clients. Et évidemment, on essaie de répéter ce modèle-là parce qu'il fonctionne en termes de rendement. Fait que c'est une question de valeur. Tu sais, on revient à ça. Tantôt, c'est une question de valeur. Tu sais, les hommes et les femmes portent un poids décisionnel sur différentes valeurs, et c'est la mixité de ces différents facteurs-là qui fait que le rendement est amélioré. Oui, puis oui. Mais je pense qu'en bout de ligne, là, si on parle de littératie, là, on essaie d'expliquer pourquoi c'est différent chez les hommes, chez les femmes, puis la confiance. Mais je pense qu'en bout de ligne, là, on devrait viser à augmenter cette littératie-là. C'est ça, chez les jeunes, partout, en général. Peu importe le genre, c'est ça. Beaucoup plus tôt. Mais en augmentant la littératie, parce que Maxime parlait, tu sais, bon, de l'alpha, puis tu sais, les modèles qu'on a du succès,
puis du succès financier, mettons qu'on enlève Oprah, là. Tu sais, c'est plus des hommes qui réussissent au niveau de la finance ou c'est moi qui se trompe. Il me semble qu'il n'y a pas tant de modèles de femmes au niveau de la finance qui justement permettent de nous inspirer. Tu sais, en politique, il y en a eu. Tu sais, je peux parler de Pauline Marois, je peux parler de Mme Jérôme Forget, tu sais, il y a des Madame femmes, Leroux. exactement. Donc, mais des femmes qui ont, mais Mme Leroux l'a fait en finance, mais il y en a pas des tonnes de Mme Leroux en finance. En politique, il y en a quelques-unes, il y en a plus, un petit peu plus, mais il y en a pas tant que ça. Oui, mais je pense que ça, c'est générationnel, Marie, puis c'est appelé à changer. Christine Lagarde, Oui. c'était une des premières. C'est C'est très un vrai. modèle, ça. Citigroup a annoncé la semaine dernière que leur chef de la direction était une femme, la première. Mais c'est toujours des premières. On est encore dans Oui, les oui, premières. mais ça prend une première pour avoir une deuxième. Cynthia est là. une première. Oui, c'est sûr. Puis Geneviève est une première, je pense aussi. Alors, moi, je pense qu'on avance là-dessus et ça va aller en s'accélérant encore une fois. Et les modèles, il y en a plusieurs. Je regardais votre magazine. Là. Oui. Il y en a des modèles. Ben oui, là. c'est ce qu'on veut faire voir, mais on dirait que, puis je ne sais pas, peut-être que je tombe dans les stéréotypes encore une fois, mais Maxime, par exemple, est-ce que vous les voyez, est-ce qu'elles sont visibles, ces femmes qui réussissent en finance? Il y en a des femmes. Oui, Jane Foster qui est à la Citigroup, et c'est pas peu dire là, c'est une des plus grandes banques au monde. Donc, des fois peut-être qu'on attend qu'il soit à la tête de la plus grande banque au monde avant d'en parler. C'est ça. Et encore une fois, là, on tombe dans les généralités peut-être atypiques d'un homme versus une femme. Un homme avec un peu de succès va peut-être en parler plus qu'une femme avec beaucoup de succès. Ça, on pourra en parler longuement, mais il y a certainement un effort à faire. Et puis votre magazine joue un rôle important là-dedans. Puis c'est pas juste une affaire de femmes, encore une fois, c'est qu'on doit prendre le temps de mettre de l'avant du succès au niveau de où les femmes ont du succès. En finance particulièrement, c'est certain que, comme Robert disait, générationnellement, il n'y en avait pas beaucoup de l'époque de mon fondateur, Steven Jarislowski, mais avec le temps, plus on en a, plus on les intéresse, plus il y a un élément de mentorat, d'internship, plus on va voir du succès, plus on va en avoir. Mais le succès se définit très différemment. Oui, c'est ça. Parce que leur valeur n'est pas axée sur le grand succès financier. Il peut devenir un succès financier, mais il y a aussi tout un succès sociétal. Vous faisiez référence à Mme Leroux un peu plus tôt. Je ne connais pas personnellement Mme Leroux, mais je ne sais pas si elle se définirait par un succès financier, mais c'en est tout un succès. Bien, tout à fait. Et son succès est axé peut-être sur des choses sur lesquelles on met moins d'emphase quand vient le temps de parler de succès financier. Ah, ben c'est intéressant, Geneviève. Comment Ouais, vous définiriez le succès financier, vous? Ben, moi, j'étais pour dire, dans la plus vieille génération, puis je dis ça comme j'étais tout jeune, là, mais moi aussi, il y avait moins On est des X. On est pas mal de X ici. Oui, c'est ça. Alors, un jour, on faudrait métisser, là, mais on est pas mal de X. Il y avait pas, mettons, dans le milieu des banques, comme Maxime disait, ou Robert, dans le milieu financier, il y avait pas de, je m'excuse, je sais pas le mot en français, de incentive. Tu sais, il y avait pas d'incitatif, merci Marie, d'aller nommer des femmes parce qu'il y avait assez d'hommes dans le pipeline qui allaient fitter dans la boîte du modèle. Tu sais, le modèle, c'était, ça nous prend tel genre de personnes pour faire performer la boîte. Puis là, des hommes dans les universités, en veux-tu, en v'là, puis il y en avait qui fitaient dans la boîte. Fait qu'il y avait pas d'incitatif d'aller chercher des femmes parce qu'il y avait un pipeline qui était à peu près assuré. C'est plus vrai maintenant, ça, parce que les femmes sont majoritaires dans les universités. Ça, c'est vrai. Alors, les pipelines qui fitaient la boîte, c'est-à-dire, tu sais, il y avait un modèle qui était établi, puis on trouvait le monde qui fitait dans le modèle, ça marche plus, ça. Parce que là, il y a plus de femmes dans les universités, puis elles ne fitent pas nécessairement dans la boîte. Alors là, il y a des incitatifs des grandes entreprises de dire, il faut redéfinir notre boîte. C'est quoi le succès? À ton point tantôt, Maxime. C'est quoi le succès? Puis peut-être la boîte qui a été si longtemps fixe, elle change parce que là, by the way, si on la change pas, on n'a plus personne pour prendre les jobs. T'sais. C'est ça. Cynthia, vous l'avez vécu, ça? Ben, ça s'est dessiné au fur et à mesure de ma carrière. Ça prend des gens qui, à un moment donné, te font croire que, tu sais, le 120% que tu penses que tu as besoin, là, t'en as pas besoin. T'as tout ce qu'il faut, lance-toi. Puis c'est des gens qui, dans le fond, au fur et à mesure, m'ont intéressé dans des choses, puis qui m'ont donné confiance, qui a fait en sorte que je suis rendue où je suis rendue. Tu sais, c'est des gens qui t'intéressent à d'autres choses. Du cross-functional, là,
L'interfonction, c'est aussi quelque chose, moi, que je crois vient beaucoup rassurer les femmes en général parce que ça permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur le rôle, la contribution, en tout cas dans une entreprise, et ça donne confiance. Alors, j'ai fait beaucoup de ça. Et je pense que, encore, ça revient à mentorer, à donner l'exemple, à sponsorer même c'est ça, plus exactement. que ça, plus que mentorer. Le et on en sponsoring. parle beaucoup de ça, hein, commanditer, sponsorer. Puis vous faites beaucoup ça, je sais, chez Sun Life. En fait, Cynthia t'a dit exactement ce à quoi j'allais faire référence. Mais pour l'illustrer, les femmes, quand ils arrivent dans la profession, ont exactement le même niveau d'ambition qu'un homme. Exactement la même chose. 3 ans plus tard, c'est complètement différent. Parce qu'ils n'ont pas de modèle et ils n'ont pas d'encouragement et il y a un doute. Et tu peux pas nécessairement compter uniquement sur les femmes pour les aider. Puis Maxime, il a fait référence. Oui, à plusieurs c'est reprises. pas C'est une important. responsabilité uniquement des femmes de s'auto-promouvoir, mais je pense qu'il doit y avoir des gens dans ces organisations-là qui vont, sans être un modèle, qui vont être des sponsors pour ces gens-là, pour leur montrer qu'il y a moyen d'être différent et de réussir. Exact. Et moi, je pense que c'est la clé parce que tu as un paquet d'hommes en situation de contrôle actuellement qui vont quitter. Tu as un paquet de jeunes femmes qui rentrent. Il faut que tu t'assures que tu les rendes là et que tu ne les perdes pas entre les deux. Puis c'est intéressant parce qu'effectivement, on l'a vu avec les chiffres, tout le monde y gagne. Tu sais, c'est pas une menace, là. Au contraire, tout le monde y gagne de métisser l'expertise. On est déjà rendu à la partie où on a des questions du public. D'ailleurs, si vous avez des questions, c'est le temps de vous y mettre. J'ai déjà 3 questions qui étaient rentrées un peu à l'avance. Vous avez parlé d'ESG. Donc, de cette façon de travailler avec l'environnement, le social et la gouvernance. Et on a une question qui vient de Christiane Pelchat, qui est présidente directrice générale de Réseau Environnement, qui demande comment, et c'est une question, je pense qu'en fait, Maxime y a fait un peu référence en disant qu'on métissait un peu les ambitions dans les investissements. Comment mettre de l'avant l'économie verte comme moteur de création de richesse, justement, pour que ça soit en accord avec la protection de la planète? Est-ce que il y a comme cette volonté-là, et est-ce que justement le rendement n'est pas en train d'être redéfini avec cette perspective-là? Oui, ça me fait plaisir de répondre. En fait, il y a plusieurs choses. Nous, on a une grande expertise en ESG, principalement à travers la gouvernance. On est des fondateurs de la saine gouvernance, la coalition sur la saine gouvernance. On considère que le EES passe à travers une gouvernance qui est saine. Et ensuite de ça, on peut impliquer des processus de INS qui seront en ligne. Par contre, de façon à pouvoir avoir du succès en ESG, selon nous, puis selon moi, il faut être capable de mettre en place des politiques, un processus et puis des objectifs qui sont clairs. Comme investisseur, ensuite de ça, il faut être capable de parler de walk the talk. Il faut être capable d'agir en conséquence, voter ses proxies, influencer les investisseurs, influencer les compagnies. Là où moi, je pense qu'il y a un certain disconnect, c'est au niveau de la consommation. Alors, comme investisseur, on le voit, on vote, on veut être ESG, on essaie d'influencer, mais souvent, les corporations nous reviennent puis disent, au niveau de la consommation, il y a un disconnect. On a un petit disconnect. Alors, c'est quand même ironique comment on voit qu'il y a des grandes masses de sociétés, de la population qui se disent et qui veulent être ESG, qui veulent être responsables en termes investisseurs. Et nous, comme investisseurs institutionnels, on met en place des processus et des objectifs très clairs, puis on les suit. Par contre, quand vient le temps d'investir dans des entreprises, leurs critères à eux, que ce soit au niveau de la diversité ou même au niveau du social, de l'environnement ou de la gouvernance, ils n'arrivent pas à aller aussi loin qu'ils le veulent parce que le consommateur n'embarque pas de l'autre côté dans la consommation de leurs propres produits. Alors, c'est complexe la situation de l'ESG, mais il y a de plus en plus d'avenues, beaucoup de support, et puis évidemment, je pense que c'est le futur d'investissement en général. Mais moi, je disais, ça implique de redéfinir c'est quoi le succès. Oui. Avant, dans la gestion de portefeuille, le succès, c'était rendement, puis rendement demain, de préférence. Après-demain, c'est bon, mais demain, c'est mieux. Alors que maintenant, what is success? Mais peut-être que c'est avec des facteurs de création de richesse à plus long terme. Et c'est là que j'ai pas de la misère à comprendre le disconnect, parce que ça veut peut-être dire que demain, on fera pas des sous, mais que dans le futur, on en fera. Puis ça, le marché a encore, je pense,
une tendance à être beaucoup dans le court terme puis l'immédiat avec les résultats trimestriels. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que le balancier commence, là, mais il y a une mouvance d'industrie à avoir, là, d'arrêter de fixer juste sur des objectifs court terme puis d'y aller plus long terme. Mais c'est intéressant parce que ce que je comprends aussi de ce que Maxime dit, c'est que, en fait, vous dites tous les deux, c'est une responsabilité partagée. Il faut avoir le capital un peu plus patient, mais il faut aussi consommer de façon cohérente avec les objectifs qu'on donne à nos placements, par exemple. On peut pas vouloir nécessairement un fonds vert puis pas agir dans cette perspective-là, j'imagine, Robert. Oui, absolument. Alors, l'investisseur et le consommateur doivent être une même personne à un moment donné, qui est cohérente des deux côtés. Là. Ben, exactement. Maintenant, je pense qu'il y a des masses d'argent énormes qui sont dirigées vers ces investissements-là ESG. Et il va falloir, à un moment donné, trouvé ces filons-là à investir. Là. Alors, la demande est là. Les femmes en demandent plus que les hommes, soit dit en passant, et la richesse des femmes augmente plus rapidement que celle des hommes aussi. Bien, ça, on va voir, par exemple, à moins que avez-vous quelque chose à ajouter? Bien, moi, écoute, je le vois... pas nécessairement du point de vue de l'investissement seulement, mais je le vois aussi au niveau de la création de richesses à travers nos infrastructures. Tu sais, la question de Mme Pelcha, là, l'économie verte, protection de la planète, quand on pense à la mobilité durable, je vais peut-être prêcher un petit peu pour ma paroisse, là, des projets chez Via Rail, justement, où est-ce qu'on va venir maximiser les infrastructures existantes pour créer des nouveaux rails dédiés afin que plus de passagers puissent avoir le choix de se déplacer dans des moyens plus durables. Je pense que le timing est assez exceptionnel. Puis ça amène de la richesse. Le rail, c'est ce qui a aidé à développer le Canada, puis à connecter ces océans d'un océan à l'autre. Ça, c'est de la richesse. Alors, le projet qu'on a de créer ce rail, là, le projet de train à grande fréquence, selon moi, c'est un bel exemple d'une opportunité d'investir dans de l'économie verte pour le long terme. Tout en s'assurant qu'on est en toute protection de la planète. C'est drôle parce que ça fait un lien avec la prochaine question qu'on a qui vient de Françoise. Puis là, je vais massacrer votre nom. Je suis très, très désolée. Françoise Verschavé, probablement, peut-être pas, mais qui est directrice des communications au RDEE Canada, qui est le réseau de développement économique d'employabilité Canada. Elle demande, parce que, Robert, vous faisiez référence au fait que le fossé des revenus, c'est comme tranquillement resserré entre les hommes et les femmes, sauf que dans le contexte de la crise de la COVID, là, on se rend compte que c'est les femmes qui ont payé le plus cher. Alors, Françoise nous demande comment concevoir la création de richesse et la relance économique avec un équilibre travail, vie, famille, qui est de plus en plus difficile dans le contexte de la COVID. Puis moi, j'ai envie d'ajouter à sa question, comment on fait pour s'assurer que les femmes reprennent le haut du pavé, là, tu sais, comme rattrapent le temps perdu à cause de la crise, là? Oui, bien, en fait, pour commencer la conversation là-dessus, c'est une question qui est extrêmement intéressante et qui est assez vaste. Oui, parce très que vaste. les impacts dépendent de où ces femmes-là travaillaient. Alors, si on regarde les secteurs qui ont été les plus affectés par la pandémie, on a le commerce de détail, la restauration, l'hôtellerie, des secteurs où il y a beaucoup plus de femmes. Alors, si on pense comment on peut s'aider à long terme, il faut que les femmes accèdent à d'autres industries. Et là, on parlait du placement, c'est un exemple. La requalification aussi, ce que je comprends. Exactement. Les technologies, information et technologie, l'ingénierie. Alors, c'est la diversification des métiers chez les femmes ou des professions qui vont aider grandement. L'autre chose, évidemment, on pense au secteur de la santé, qui ont été extrêmement touchés. Là, je pense que c'est plus des politiques gouvernementales qui vont pouvoir aider. Puis finalement, c'est peut-être ce qui a touché le plus de monde, c'est la dualité des rôles, c'est-à-dire travailler et s'occuper des enfants. Et là, on est au cœur de la question de François. Et ça, là, c'est un effort, je pense, qui est plus grand que seulement les individus, les couples qui vont se parler, parce que en moyenne, une femme passe 5 heures de plus à s'occuper des tâches domestiques qu'un homme. Exact. Alors, mais ça, je vais laisser au couple discuter. Non, mais c'est un enjeu de société. Je vais aller à Geneviève, c'est un enjeu de société que de s'assurer que l'équilibre de travail-famille, travail-vie personnelle se fasse éventuellement. C'est pas juste comme... Il y a, oui, le partage des tâches, clairement.
Et puis je pense qu'il y a des efforts qui sont faits, mais il y a aussi, je pense, quelque chose qu'on a à faire collectivement. Oui, moi, je vais vous répondre très personnellement là-dessus. Je pense que collectivement, comme effort, là, il faut que les entreprises se dotent de politique. T'sais, nous autres, avec la COVID, là, on s'est doté de politique claire, nette et précise sur la gestion de la vie familiale, le travail à distance. Ça a tout chamboulé la façon dont on fait les choses. Fait qu'on s'est doté de politiques qui permettent en tout cas, qui sont pas la recette miracle. Là. Il y en a pas de recette miracle, mais ça permet ce meilleur équilibre-là. Ça, c'est une question que moi, je me fais poser souvent, personnellement. Comment tu as réussi? T'es dans un milieu difficile. Puis là, Cynthia, t'as prêché pour ta paroisse. Moi, je vais prêcher pour la mienne. J'ai un mari. Ben, c'est bien. On est là pour ça, quand même, parler de nos expériences. J'ai un mari exceptionnel avec qui on a dit depuis le début qu'on va travailler dans l'interchangeabilité. C'est-à-dire que Philippe et moi, on est capables, tous les deux, d'à peu près jouer 95% des rôles parentaux, que ce soit lui ou moi. On a comme chacun nos champs, où là, c'est juste moi, ou là, c'est juste lui, puis on se questionne pas. T'sais, si je dis, tu vas chercher Evelyne à telle heure, à telle place, il va y aller, puis il me demande pas pourquoi. Mais, l'aide aux devoirs, les repas, aller conduire les filles au collège, là, ça, là, ça nous prend un partner. Puis moi, j'ai un partner avec qui je suis interchangeable. Et si j'ai du succès aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu un homme, on disait ça dépend de l'attitude des hommes, qui a accepté d'être interchangeable avec moi, puis d'en faire autant, sinon plus, à certains moments de ma vie, comme j'en ai fait plus à certains moments de sa vie. Fait que madame pose une question, mais il n'y en a pas de recette miracle. Dans mon cas, ça a été d'avoir un partenaire de vie exceptionnel qui a accepté ce principe d'interchangeabilité-là. Maxime, est-ce que vous voulez ajouter là-dessus? Je dirais juste au niveau de notre industrie, c'est certain que à long terme, c'est un agent de changement très, très positif sur notre prise d'observation sur ce que c'est l'équilibre travail-maison. Pas qu'on le savait pas, mais on l'a vécu. On aurait voulu vivre cette expérience-là, qu'on n'aurait jamais réussi à le faire de façon aussi intense. Ça nous a aussi ouvert à toutes sortes d'opportunités pour justement attirer plus de femmes dans notre industrie, que ce soit la capacité de voyager moins, que ce soit la capacité de vidéoconférence. Toute la technologie autour de la problématique qu'on vit avec la COVID aujourd'hui nous crée des opportunités qui rendent, je crois, ou qui vont rendre les environnements de travail plus women-friendly ou au moins plus famille-friendly, ce qui va faire qu'avec le temps, je pense que ça va démystifier un tout petit peu les deux. Ça vient rejoindre, en tout cas, la famille et le travail dans le même endroit. Je sens qu'aujourd'hui, on est dans un environnement où, historiquement, c'était très traditionnel, la finance, et aujourd'hui, on a une vidéoconférence avec quelqu'un, les enfants courent en arrière. Oui. On n'aurait jamais pu s'imaginer dans le temps que c'était possible. Puis aujourd'hui, même dans un board meeting, c'est des choses qui arrivent. Alors, je pense que ça a vraiment eu, à court terme, ça nous a tous pris de court un peu, mais à long terme, ça va avoir des effets très positifs. Moi, j'appelle ça, Marie, la gestion du chaos. T'sais, oui, on dit tout le temps équilibre travail-famille, puis ça fait un peu ésotérique, comme si c'était une espèce de cible là qu'un jour, on va tout atteindre cet équilibre-là, puis on va tout être heureux, puis tout va être beau. Là, ça n'existe pas, cette utopie-là. C'est la gestion du chaos au quotidien. Puis moi, je me dis tout le temps, les femmes, des fois, on se met des objectifs impossible à atteindre là-dessus. Tu sais, we set ourselves up for failure. Moi, là, tu sais, quand mes deux filles sont en sécurité, ils dorment dans un lit, il fait chaud dans la maison, si on brossé leurs dents, c'est un bonus, là. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il faut se mettre des objectifs où il faut accepter que nos vies, avec les postes qu'on a, c'est de la gestion du chaos, puis c'est correct. Tu sais, c'est pas obligé d'être parfait tout le temps. Oui, ça, c'est un grand défi, ça, la quête de la perfection, là. Oui, mais c'est un grand défi parce qu'on y arrivera jamais. Exact. Non, c'est ça. Puis, exact. Puis, comme tu disais, Geneviève, tu sais, moi, de mon côté, quand je suis arrivée chez Via Rail, je me souviens, je leur ai dit, à un moment donné, on gérait mon agenda, puis tout ça, mais je veux juste vous dire que l'agenda des journées pédagogiques de ma fille est dans le mien, et quand elle est en pédago, moi, je suis en télétravail. Ils ont fait comme, really? Oui. Oui. C'est ça. Oui, mais c'est un petit peu différent pour nous. Ben, j'ai dit tant mieux. Alors, au RH, ils étaient très heureux parce qu'au moins, tu as un modèle. Donc, quand la présidente est capable de dire, ben moi, aujourd'hui, ma fille est en pédago, je travaille à la maison, encore une fois, ça enlève un petit peu de pression à tout le monde de dire, OK,
l'équilibre, on peut y arriver. On a un modèle, on a un exemple. Puis la façon d'y arriver, moi, ben c'est mon réseau. C'est de s'assurer que tu as des amis. Tu sais, on dit en anglais « it takes a village ». Pour élever des enfants, ben moi, c'est mon réseau duquel je tire, puis c'est comme ça que j'y arrive. Bien, c'est intéressant parce que effectivement, on parle de ce réseau. Moi, je pense, je demeure quand même assez convaincue de cette responsabilité partagée où les entreprises peuvent offrir en partie le réseau, l'État en partie, parce qu'on le sait, il y a nos services de garde, puis il y a différentes choses qui ont été mises en place avec le temps. Mais puis effectivement, ben il y a l'organisation, parce qu'on a parlé de nos conjoints, on peut parler des couples de même sexe. Et là, je pense que l'enjeu est le même. Là, le partage des tâches, je suis pas sûre que, tu sais, je pense qu'on a tous un déséquilibre quelque part. Il y en a toujours un qui en fait un petit peu plus que l'autre. Alors, je pense que c'est un peu un défi qu'on a collectivement. Une autre question qui vient du public, qui vient de Joanne Claveau, qui est gestionnaire de portefeuille et vice-présidente de Claveau Gestion de patrimoine de la financière Banque nationale, qui demande, on en a quand même un peu parlé, on peut peut-être y revenir rapidement, pourquoi les femmes sont si peu nombreuses dans les rôles financiers? Puis on a parlé de ces modèles qui leur ressemblent, particulièrement dans les institutions financières. Est-ce qu'il n'y a pas du travail à faire pour rehausser ces profils-là? Et est-ce qu'il faut travailler à la valorisation de la profession de l'université? Maxime, vous y aviez touché rapidement le fait que vous étiez en train de travailler sur cette volonté-là de pouvoir sensibiliser les femmes et de valoriser. Mais valoriser la profession, c'est pas simple. Hein? Non, en fait, il y a plusieurs enjeux. Je vais toucher à quelques-uns. Évidemment, il y a tout aussi le concept de dire que vu qu'on est en finance, on n'engage que de la finance. L'exemple de peut-être aller en droit à l'occasion d'aller dans dans des secteurs qui sont tout aussi intéressants avec la même curiosité intellectuelle pourrait nous apporter plus de diversité ou du moins pourrait être une des solutions pour attirer plus de diversité dans notre domaine. Si je vais directionnellement dans les programmes de placement ou dans les programmes de finances, et puis je demande les meilleurs candidats. Sur 100 candidats, typiquement, je vais avoir 3 ou 4 femmes qui vont appliquer. C'est très difficile. Alors, ce qu'on a entamé dans les dernières années, j'ai parlé à plusieurs universités de la région, puis ce que j'ai dit, c'est que pour toutes les levées de fonds qu'ils vont faire pour des infrastructures, moi, où je veux contribuer, où on veut contribuer, c'est à travers des programmes de sponsorship pour les femmes en finance. Donc, nommément, on en fait un avec le HEC où on va donner 50 000 par année pour 3 ans pour sponsoriser 5 femmes à être en finance avec un full scholarship, mentorat, etc. Pour les intéresser au domaine, pour les introduire au domaine, mais aussi pour essayer de les apporter, de créer des exemples que ça fonctionne. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt, le recrutement, c'est une phase importante. Ensuite de ça, il faut être capable de les garder dans notre environnement de travail. Je vais juste aller, avant Geneviève, je vais juste aller vers vous, Robert, comment on fait justement pour s'assurer qu'une fois qu'on les a, on les garde? Oui, parce que les amener, c'est quelque chose, les garder. Puis on voit assez souvent que l'expérience où les femmes quittent la profession ou l'organisation, c'est entre 30 et 40 ans. Et c'est là, justement, que l'ambition a baissé. Alors, c'est le mentorat, c'est l'accompagnement, mais c'est aussi d'avoir des structures de gestion qui font en sorte qu'on regarde est-ce que les augmentations de salaire de mes hommes et de mes femmes sont les mêmes? Est-ce que le taux de promotion des hommes et des femmes est les mêmes? Alors, mais ça fait partie de ta structure de gestion et des mesures que tu dois regarder. Est-ce que le niveau de boni est le même? C'est ça. Et il faut pas avoir peur d'avoir des initiatives vraiment ciblé chez les femmes parce qu'il y a une problématique, la confiance en soi, on en parlait tout à l'heure. Il faut leur redonner et les accompagner et les pousser à prendre des risques, ne pas attendre d'avoir tous les critères avant de faire application sur un poste. Non, puis je sais que vous avez été très actif dans l'EFEA, c'est ça un peu, hein, c'est la volonté de l'EFEA. Geneviève? Ben, je voulais répondre peut-être à la question de Mme Claveau de dire comment il faut valoriser les professions puis est-ce qu'il faut le faire directement à l'université. Puis si on a le temps, je vous conte une petite anecdote de 8 secondes, mais il y a 3 ans, on a changé d'agence avec qui on travaille pour faire nos campagnes publicitaires. L'agence a dit, on vous connaît pas beaucoup, laissez-nous nous faire une idée, puis on va vous revenir après de voir comment on vous positionnerait comme profession. Fait que l'agence est partie, puis ils sont revenus, ont fait leur devoir. Puis on dit, on a 2 constats. La bonne nouvelle, c'est que vous avez un bon budget, fait qu'on peut vous faire une belle campagne. La mauvaise nouvelle, c'est que la terre entière pense que vous êtes d'une platitude inouïe, la profession de CPA, tu sais. Fait que là, fait qu'il a dit, on peut vous faire n'importe quelle campagne.
Mais les gens pensent que vous êtes plate. Puis Marie, tu m'as fait une fleur tantôt quand tu m'as dit « t'es pas plate ». Ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire « OK, ben on va aller le casser, le stéréotype, puis on va prendre le bœuf par les cornes, comme on dit, pardonnez-moi l'expression un peu crue. » Et là, on a fait une campagne où on a mis sur le métro Berry-UQAM un billboard de 150 pieds, puis on a écrit « Je suis plate » dessus. Évidemment, après ça, avec des vidéos et des visages, puis des entrepreneurs, puis des CPA qui étaient tout sauf plates. Mais ça, là, ça a été notre plus belle campagne. Puis nos membres CPA ont dit « Enfin, quelqu'un reconnaît qu'on n'est pas plate. » Qu'on est tout sauf plate, puis qu'on est dans toutes les sphères d'activité, puis qu'on amène beaucoup de valeur à l'économie québécoise. Fait que des fois, ça prend, pour faire valoir la valeur d'une profession, faire connaître la valeur d'une profession, prendre des décisions, je vais dire, assez osées, là, d'aller se mettre littéralement au travers du front qu'on est plate. Mais ça a été notre plus belle campagne, puis ça a complètement cassé le stéréotype. En tout cas, je l'espère. Ça a changé le moule. CPA. Exact. On a changé la boîte. Ben, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on souhaite, changer le moule. Et là, c'est le temps, je l'ai dit tantôt, les gens peuvent poser des questions directement sur la plateforme. Et il y a Véronica Marquez qui nous demande, est-ce que les processus bien gérés sont la clé du succès des entreprises? Alors, je sais pas comment, Robert, oui. Parce qu'on parle beaucoup de processus, puis des fois, ça semble un peu rigide. Oui, mais le processus, c'est le moyen d'y arriver. À la base, il doit y avoir une ambition, un engagement, mais pas seulement des gens seniors. Ça doit cascader à travers l'organisation, entre autres avec les gestionnaires qui sont assez souvent le moyen de transmission des messages. Alors, le processus, il est important, mais il faut un engagement, puis un engagement homme, femme, haute direction et tous les gestionnaires. Cynthia? Parce que processus, ça vous a fait sauter un peu, non? Je pensais. En disant processus, ça a fait comme. Non, c'est juste, c'était ma réaction que oui, ça peut sembler un peu rigide, là. Je pense que c'est la clé, comme tu dis, c'est le moyen d'y arriver. Il faut se donner de la flexibilité, ceci dit, comme gestionnaire. Il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc, c'est tout ce que j'ai ajouté, là. Vraiment, il n'y a pas... Est-ce que Maxime a quelque chose à ajouter, Geneviève? Maxime? Oui, avec plaisir. Au fait, moi, j'aurais tendance là, à répondre que de l'idée avec des structures et des processus, ça fonctionne moins, très peu avec les nouvelles générations, même avec les moyennes générations. Il faut innover, il faut arriver avec de l'enthousiasme, il faut apporter de l'émotion et puis il faut diriger vers l'avant. Alors, tout ce qui est cadré, processus, tout ce qui est structurel, c'est très difficile à imposer de un et c'est très difficile à définir. Alors, pour répondre à la question, j'aurais tendance à y aller souvent avec un peu de l'utopie, un peu de rêve, puis essayer de l'idée avec des initiatives comme ça. L'agilité. Oui, l'agilité, c'est être capable de, c'est ça, et puis la flexibilité, là, de se dire qu'on n'est pas toujours dans un cadre puis qu'on est capable de faire autrement une fois de temps en temps, Geneviève, c'est ça. Et que faire autrement, ça veut pas dire moins bien faire. Non, ça veut pas dire toujours faire autrement non plus, hein. Alors, tu sais, quand on est dans des organisations qui sont rodées par des processus définis, des politiques, tout ça, des fois, c'est perçu qu'avoir apporté un élément d'innovation ou d'agilité, ça va nécessairement baisser la barre. Et ça, faut changer ça dans notre tête. Moi, je m'efforce à l'ordre depuis 3 ans d'apporter un élément d'innovation, d'agilité. Puis là, les gens disent, wow, les comptables, quand vous êtes agile, d'habitude, ça veut pas dire une bonne affaire. Mais donc, qu'on change notre définition de succès. Oui, ça peut être quelque chose de très, très bien, avoir des processus agiles, parce que je pense que ça permet, comme Maxime disait, à la nouvelle génération de plus s'y retrouver, puis de plus contribuer, puis d'être moins dans une espèce de cadre rigide qui a l'air d'avoir été défini il y a 150 ans, là. On y va pour une autre question qui est Nadine Beaugé ou Beaugère. Je peux pas toujours, j'ai de la misère des fois avec les noms. Mais on revient sur un enjeu qui a vraiment, je pense, qui est pas réglé. C'est qui est celui des quotas, parce qu'on nous demande comment atteindre un équilibre sain, la meilleure personne au meilleur poste dans le recrutement des postes de haute direction lorsque des quotas sont imposés. Parce que des fois, on a l'impression, est-ce qu'on va avoir la meilleure personne si c'est un quota? Si on a un quota, Cynthia?
Encore une fois, tu sais, le processus, c'est une chose, mais il faut que le processus nous donne de la marge de manœuvre. C'est ça. Je pense que les quotas, il faut pas qu'ils soient pris dans l'absolu, puis il faut qu'on se donne le temps, à travers une année calendrier, de trouver les moyens d'y arriver. Donc, tu as plus d'expérience avec ça. Il faut que les quotas soient réalistes pour commencer. Alors, ça dépend des industries dans plusieurs cas, et il faut s'ajuster à ça. Peut-être qu'éventuellement, on va arriver à une parité numérique, mais il y a des industries où on ne peut pas y arriver encore. Alors, il faut avoir de la flexibilité. Il faut dire, dans le pipeline, c'est intéressant parce que Geneviève, vous y faisiez référence, dans le pipeline, il y en a beaucoup de filles. Il faut juste s'assurer éventuellement qu'elles puissent monter, comme le disait Robert. Au point de Madame tantôt, là, que je vois plus à l'écran, mais qui disait meilleure personne dans le meilleur poste. Mais moi, je vais vous amener le point de vue de c'est qui la meilleure personne, puis c'est qui c'est quoi les critères qu'on va utiliser pour définir meilleur. Puis dans la mesure où on va vouloir prendre des engagements fermes de mettre des femmes dans des postes, ben dans les critères qui seront non négociables, on mettra des femmes. T'sais, fait qu'à un moment donné, ça devient à la notion de comment on définit le succès. Puis peut-être que la meilleure personne dans le meilleur poste, elle va prendre un petit peu plus de temps à la trouver. Mais si on fait du fait que ça soit une femme un des meilleurs critères, ben je vois pas pourquoi ces deux choses-là seraient exclusifs mutuellement. Là. Maxime? Ouais, peut-être un outil que, moi, quota, pour pas être trop critique, quand on cherche un quota, on a un quota. On finit avec des quotas. Mais en réalité, ce que je trouve qui fonctionne bien, un outil qu'on fait à la Banque Scotia, c'est qu'on identifie des femmes ou par genre, par diversité, on va essayer de trouver des personnes de talent. Alors, on va aussi s'attarder à l'occasion à regarder que les femmes et voir dans les femmes de talent, quelles sont-elles. Et puis, c'est souvent d'aller les rejoindre et leur parler et puis de leur partager un peu notre vision de leur cheminement, comment ça va bien, certaines des difficultés. Pourquoi peut-être, comme Robert disait, à un certain moment, des femmes de très haut talent dans la vingtaine, 25, 30 ans, subitement rendues à 40 ans, cette ambition-là a changé, la direction a changé. Alors, c'est le rôle des dirigeants de ces organisations-là, tant femmes que hommes, à identifier ces personnes-là pour s'assurer justement qu'on va se rendre. Le quota, c'est un résultat, mais en bout de ligne, si on est en capacité de mettre les bons processus pour amener ces femmes-là à des niveaux de croire en elles, d'avoir tous les outils qu'ils ont besoin pour accéder à ce poste-là, absolument, on va se ramasser avec la bonne personne. Puis, moi, je saute là-dessus, Marie. Il faut leur dire. On n'a pas cette non, c'est ça, il faut le dire. Et là, moi, j'ai eu et le faire sentir. Exact. J'ai eu l'immense privilège d'avoir des hommes dans mes 2 derniers postes qui m'ont mis dans ces postes de direction-là et qui me l'ont dit. Tu fais partie du succès, on a de l'espoir. C'est ça. Juste de verbaliser ça, là. Ça fait toute la différence. Toute la différence, exact. Ben, c'est intéressant parce que les 2 prochains commentaires sont liés. En fait, Lise Lecourt nous dit vivement faire la promotion des modèles inspirants. Et tout de suite après, Ben-Marc Diandré, qui est chez VIA, nous dit une femme que j'admire beaucoup, qui est André-Lise Méthode, fondatrice de SIG Capital, relève le défi du Billion Dollar Fund, qui veut améliorer le financement des entreprises fondées et dirigées par des femmes. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative, mais aussi, j'imagine, de voir André-Lise Méthode engagée là-dedans, Robert? Ben moi, je trouve que c'est très bien. On voulait promouvoir la finance chez les femmes. Alors, je pense que c'est des très, très beaux mouvements. Alors, est-ce qu'il faut en avoir plus des mouvements comme ça, Maxime? Vous saviez, on a supporté une femme qui fait une levée de fonds. On fait pas une levée de fonds, mais qui a un fonds de private equity. C'est une des très rares femmes à avoir un fonds de private equity. Et c'est difficile de faire une levée de capital quand vous êtes une femme. Et puis, nous, à la Banque Scotia, on lui a donné un seed money très important. Je veux pas non plus faire de la publicité. Mais l'idée, c'est que il y a de l'adversité, c'est difficile. Alors, plus on aura d'exemples de comment ça fonctionne, plus on entendra parler de cette difficulté-là, plus les fonds de capitaux vont pouvoir aller se diriger vers des femmes dirigeantes, mais aussi des femmes qui sont gestionnaires de fonds d'investissement comme ceux-là. Parce que je pense que, écoutez, j'allais pas en parler, mais il y a un malaise, là. Il faut être capable de supporter les femmes au niveau de leur fonds d'investissement. C'est intéressant parce que là, vous parlez d'un malaise. Ça veut dire qu'il faut accélérer. Qu'est-ce que vous voulez dire par malaise? Je connais pas le malaise, mais je sais qu'il y a un exemple de quelqu'un que je connais qui a un fonds d'investissement dans un private equity où elle a de la difficulté à lever
du capital. Et je pense qu'il faut se sensibiliser à cette situation-là pour être capable d'aider les femmes, justement. Parce que ce qu'on comprend finalement, c'est que c'est plus difficile pour une femme de lever les sommes que, par exemple, si on met deux fonds de private equity équivalents, si c'est une femme, ça va être plus difficile. Est-ce que c'est ce que je comprends? Oui, c'est l'exemple que j'ai. Ouais. OK. D'accord. C'est effectivement un peu triste. On amorce déjà le dernier tour. Ça a passé tellement vite. C'est incroyable. Moi, j'ai une question pour vous parce que on a beaucoup parlé d'outils. Hein? On a dit, bon, il fallait plus que mentorer, il fallait sponsoriser, qu'on avait besoin de modèles, qu'on avait besoin justement des fonds accélérateurs qui permettaient aux femmes de pouvoir avoir accès au monde de la finance. Si vous aviez à choisir, à mettre en place un outil accélérateur, justement pour s'assurer qu'il y ait davantage de femmes, je dirais dans des postes de haute gestionnaire, parce qu'une fois qu'on est en haut de la pyramide, ça veut dire qu'on gère aussi un large budget, mais aussi des femmes en finance plus particulièrement. Ce serait quoi? Et je vais commencer avec vous, Robert. Bon. Alors moi, je pense que c'est l'accompagnement et le mentorat, parce que les femmes y sont en termes de scolarité dans la plupart des professions. Ce qu'il faut, c'est vraiment s'assurer qu'elles puissent se rendre justement à ces niveaux exécutifs-là. Alors, une organisation qui va les supporter, qui va les mentorer, qui n'aura pas peur d'avoir des initiatives, je pense que c'est Maxime qui le disait, dédiées à ces femmes-là. Mm-hmm. On peut penser qu'on crée un préjudice en faisant ça, mais je pense pas. Je pense qu'on fournit des outils à ces femmes-là pour aller jusqu'aux portes. Cynthia? Moi, je crois encore beaucoup à bouger les gens à travers les fonctions, de pas rester dans un silo de ta fonction ou de ta profession, de vraiment aller découvrir un petit peu partout à travers l'entreprise, dans d'autres fonctions. Je pense que ça va amener beaucoup de confiance. Ça fait du sponsoring par le fait même. Donc, vrai. Plus de personnes apprennent à connaître cette personne-là. Et encore une fois, elle développe un réseau, elle développe de nouvelles compétences, de la confiance. Pour moi, ça a fonctionné. Puis je pense que c'est une belle recette. Ouais, en tout cas, oui, c'est un outil pour aller justement chercher cette confiance dont on a parlé. Maxime? Clairement, il faut mettre en place un comité de diversité et d'inclusion, selon moi, très robuste, des politiques très claires. Et un peu comme je faisais référence, d'attirer de plus en plus de femmes vers cet environnement-là, mais encore d'une façon plus importante, identifier ces femmes-là, aller les rejoindre, comme Geneviève disait, leur dire comment ils sont bonnes, comment ils pourraient accéder à ces postes-là et leur donner le cheminement pour y arriver. Alors, il faut être très concret. Je pense que c'est terminé le moment où on s'assoit avec des slides puis on se dit il faudrait tel quota, ça. Il faut y aller, il faut les rejoindre, il faut les amener, il faut les guider, il faut les mentorer et aussi il faut les équiper pour continuer à avoir du succès. Bien, merci. Oui, Geneviève. Je retiens concret d'ailleurs. Moi, je dirais que les femmes qui ont le privilège, comme moi, dans des positions de haute direction avec des profils, je veux dire, plus ou moins publics, moi, je pense qu'il faut qu'on se fasse un devoir d'être des modèles. D'un devoir de dire comment on peut être plus présente, comment on peut être plus visible, quelle action concrète je peux prendre pour lever les autres femmes dans les organisations, tu sais. Il y en a, on le disait, là, on l'a dit depuis tantôt, on tourne autour du pot, il y en a pas tant que ça de modèles. Ben ceux qu'on a, qui ont le privilège de l'être, ben qu'on prenne des engagements très, très concrets de lever les autres femmes, puis d'aller les chercher, de leur dire, puis de les accompagner. Ah, merci beaucoup. Mais vous avez été tellement inspirant. Et Geneviève, je prends cette balle au bond de dire qu'on a besoin de faire la promotion des modèles parce que Première en Affaires, je pense qu'on s'engage à faire ça, hein, à mettre des modèles de l'avant pour inspirer les nouvelles générations, mais aussi celles qui ont envie de changer. On a parlé de requalification. C'est important de trouver des modèles dans les nouveaux secteurs où on voudra aller et je pense que ça va faire toute la différence. Je veux vous remercier d'être resté avec nous en grand nombre. On me dit qu'on a un taux de rétention extraordinaire et ça, c'est grâce à vous. Merci Robert Dumas, Cynthia Garneau, Geneviève Motard et Maxime Ménard. Vous avez été vraiment exceptionnels. Je veux vous dire qu'on a fait ça
en respectant les mesures sanitaires. Je l'avais pas dit au départ, mais je pense que c'est très important. On est à distance dans 2 studios différents. Chacun avait sa bouteille de vin. C'est pas parce qu'on voulait saouler nos intervenants, mais bien parce qu'on voulait s'assurer que les mesures sanitaires étaient respectées. Et pour nous, c'était bien important. On va se retrouver, on ne sait pas encore comment, le 26 janvier prochain pour le dévoilement du 2e palmarès de Première en Affaires. On va voir, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Ce sera peut-être à distance, on sera peut-être en petit groupe parce on sera passé au travers de ce qui nous attend. Mais une chose est certaine, c'est qu'on continue d'être solidaires, on continue de se donner des modèles et de travailler ensemble. Puis, bonne suite de 5 à 7. Merci beaucoup d'avoir été là. Cheers. Cheers. Cheers.